de me connecter à partir de Docteur Moustapha, vous avez un souci? Non, c'est bon pour moi, hein, c'est bon. Ah, donc c'est Alpha. Alors, il est 21h03. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à nos distingués invités. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Et bienvenue. Nous sommes vraiment honorés aujourd'hui de prendre le relais de Mme Fanta Diallo pour assurer la modération. Aujourd'hui, notre thématique d'aujourd'hui, c'est l'intégration, solidarité, interdépendance et souveraineté en Afrique de l'Ouest, qui sera présentée par Dr Moustapha Fall et M. Alpha Wali Diallo. Alors, qui sont nos distingués invités? Dr Moustapha Fall est directeur en droit à l'université, en droit public à l'université de Nantes. Les travaux ont porté sur le droit de l'intégration africaine, approche comparative avec l'Union européenne. Il s'intéresse aussi au droit des ressources naturelles, aspects constitutionnels et contractuels. Il est chargé d'enseignement à l'université de Nantes, auteur d'une publication, Les manquements de la France au droit de l'Union européenne, publiée aux éditions universitaires européennes en 2016. Dr Fall a dirigé des travaux de recherche en mémoire de Master 2 sur les thématiques de l'intégration africaine, le droit institutionnel, le droit matériel et le contentieux communautaire. Bienvenue, docteur. Merci beaucoup. Et merci. Bienvenue aussi à doyen Alpha Wali Diallo, qui est consultant, chercheur en relations internationales, spécialisé sur l'Afrique. M. Alpha Wali est ex-conseiller spécial de M. Ibrahima Fall, qui est l'ancien CEG adjoint de l'ONU chargé des Grands Lacs, candidat à l'élection présidentielle de 2012. En janvier 2010, il a été consultant formateur en management, marketing et stratégie d'entreprise auprès d'institutions africaines d'enseignement supérieur de commerce et management, IAM Sénégal, AFRAM Gabon, IMM Libéria et Sierra Leone. De septembre 2017 à juin 2009, il a été consultant en BPO, Business Process Outsourcing, à TRJ Sénégal, conseiller coaching en management des processus de gestion stratégique de la clientèle. Il a également coordonné la mise en place et le management d'équipes et de télémarketeurs pour la campagne Sonatel, la mise en place et l'activation de télémarketeurs en back-office pour le lancement commercial d'Express au Sénégal, la campagne promotionnelle de lancement de cartes à crédit bancaire pour le compte d'Ecobank Sénégal. Depuis mars 2005, il a été fondateur et ingénieur conseil d'African Global Business, une agence pan-africaine de conseil basée à Rabat, spécialisée en marketing stratégique, marketing, communication globale et stratégie d'entreprise. Il est consultant en organisation de centres de contacts externalisés et gestion stratégique de la clientèle, gestion et administration de centres de contact dans l'entreprise, formation et recrutement du personnel des centres de contact. Depuis mars 2004, M. Alpha, fondateur de SWAT Morocco,
South, excusez-moi, mon anglais n'est pas fameux. South and West African Trading, un concept panafricain destiné à promouvoir au niveau des PME africains le business intra-africain basé sur les transferts d'éthique. Tels se présentent nos distingués invités. Alors, ce soir, nous discuterons autour de la thématique de l'intégration, la solidarité d'interdépendance et la souveraineté en Afrique de l'Ouest. Et pour ce faire, notre présentation sera axée sur 2 points essentiels, que sont, en première partie, la souveraineté et l'interdépendance à l'épreuve de l'intégration, et en seconde partie, la souveraineté partagée et la solidarité réaffirmée comme renouveau de l'intégration. Alors, pour commencer, pour amorcer, Monsieur Alpha Wali, consultant en relations internationales, peut-être une élucidation conceptuelle sur l'intégration africaine, sur les concepts clés de notre thématique. Voilà, merci Djenaba. Je suis très heureux de participer à cet exercice d'échange qui devrait nous permettre un tout petit peu d'informer, d'échanger avec ceux qui sont avec nous sur les problématiques aussi bien de l'intégration que de la souveraineté et de l'interdépendance entre les peuples. Les mots ont des sens. Dans cet exercice, je vais opposer le terme de nation au terme de peuple. Parce que je suis un partisan de la CEDEAO des peuples, contrairement à ce qu'on a jusqu'à présent, qui constitue la CEDEAO des nations. Ce qui nous pose énormément de problèmes en matière de compréhension et aussi en matière d'opéralisation de notre communauté de destin commun. Donc, je suis vraiment heureux. Ce que j'aimerais pour camper peut-être la discussion, c'est de revenir un tout petit peu sur cette intégration africaine dont on parle tant, qui date en fait dans les initiatives et découle de l'avant-indépendance des États africains en 1960. Nous ne connaissons pas très bien notre histoire passée. Les conditions qui ont amené peut-être à ce qu'on appelle aujourd'hui la CEDEAO, que nous souhaitons être à la CEDEAO de ce fait, les conditions historiques qui ont mené à sa création, et comment aussi que la CEDEAO, dans cet exercice d'intégration, a été kidnappée par une certaine élite qui font qu'aujourd'hui, on assiste à une confrontation entre 2 points de vue diamétralement opposés. Les peuples de la CEDEAO qui ont atteint un certain niveau d'intégration et les élites qui tardent à aller dans le sens des peuples eu égard à des accords ou à des pressions qui s'exercent sur eux. J'aimerais saisir peut-être cette présence pour un peu expliciter. Je vais faire beaucoup plus d'histoire. Je vais laisser la partie technique à Mustafa parce que je fais partie de ceux qui disent qu'on doit laisser les textes de côté. Parce que quand on voit ces dernières années, les problèmes en Afrique ont été un problème d'interprétation de textes. C'est comme si nos constitutionnalistes étaient incapables de s'entendre sur un texte définitif qui puisse nous permettre un petit peu de résoudre nos problèmes nationaux et nos problèmes d'intégration. Donc, je m'en tiens à ça pour cet instant. Et au fil de la discussion, je m'expliquerai sur les tenants et les aboutissants de ma pays. OK? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette note introductive. Alors, à Dr Moustapha Fall, puisque Alpha vous a délégué la partie juridique. Alors, pouvez-vous nous revenir sur la définition juridique de l'intégration
quelle est sa portée, la teneur de ce concept? Merci beaucoup, Yenaba. J'aimerais peut-être te demander, Reconnais maintenant. j'ai combien de minutes pour que je puisse peut-être rester dans le timing? Pour amorcer, juste 3 minutes. Alors, je voudrais d'emblée remercier les organisateurs, M. Eliman Khan. Je crois que c'est une belle opportunité que Citizen Lex nous offre parce que la thématique est une thématique d'actualité, discutée, revendiquée, agitée, évoquée. Pour cela, quelques points d'actualité me permettent d'illustrer la vitalité et les virtualités de la thématique proposée autour de l'intégration, la solidarité, l'interdépendance, la souveraineté en Afrique de l'Ouest. La 57e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui s'est tenue le 7 septembre 2020 à Niamey, en République du Niger, a mis en évidence l'exercice des compétences essentielles et existentielles de l'État confiées à des organes supranationaux dans des domaines caractérisant aujourd'hui la souveraineté de l'État. Pour s'en apercevoir, il suffit d'énumérer rapidement les matières couvertes par la délibération de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO: la crise sanitaire, la performance économique et sociale, la paix sociale et la stabilité politique, la création de l'union économique monétaire, la libre circulation des personnes et des marchandises, l'énergie, l'environnement, l'industrie, l'éducation, la science, la coopération internationale. Ces compétences qui sont élémentaires et inhérentes au fonctionnement de l'État sont aujourd'hui transférées au niveau de la CEDEAO à des fins de réalisation des objectifs d'intégration. Et les décisions prises à Niamey sur le cas du Mali, le cas de la Guinée-Bissau et le cas de la Gambie affectent à coup sûr les domaines essentiels de la vie nationale de ces États, notamment le fonctionnement de ces institutions. D'ailleurs, je vais juste rapidement, pour illustrer le propos avec l'actualité, les décisions qui ont été prises par l'organe intergouvernemental, notamment la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Par exemple, sur la situation du Mali, la conférence a affirmé sa détermination à assurer un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans ce pays et une transition politique. La conférence, par exemple, a demandé aussi à ce que le président et le premier ministre de la transition, tous deux civils, soient désignés au plus tard le 15 septembre. Et la conférence aussi a demandé pour la situation de la Gambie de pouvoir engager des réformes politiques et pour la situation de la Guinée-Bissau de demander l'engagement de réformes constitutionnelles. Alors, tous ces éléments aujourd'hui remettent, si vous voulez bien, à cause les fonctions essentielles de l'État, parce que le discours politique officiel, jadis souverainiste, semble aujourd'hui être battu en brèche, même si le retour de l'État-nation est revendiqué. Dans les opinions publiques nationales, la logique de l'intégration intrigue, divise, sa singularité en est la cause. Des critiques ont été formulées à l'endroit des élus et des élites. L'intégration aujourd'hui est considérée comme une affaire de technocratie et non de démocratie. Les coulisses de l'intergouvernementalisme sont dénoncées. L'intervention des organisations d'intégration n'est pas comprise. La méfiance du peuple à l'égard de l'intégration se manifeste. La montée du populisme, j'allais dire, domine le débat public, au point de présenter le projet d'intégration comme du simulacre. On semble assister à un rejet du projet d'intégration par les peuples, notamment l'exacerbation de l'expression du nationalisme avec la politique du moi et non pas les autres. Le déficit démocratique est reproché aux organisations d'intégration, qu'on qualifie souvent d'intergouvernementalisme à outrance, de diplomatie de concert, voire même de complaisance. Et aujourd'hui, la question également se pose de savoir, faut-il renforcer les parlements communautaires en élisant des députés au suffrage universel direct à l'européenne, ou bien il faut tout simplement doter les parlements de pouvoir, de véritables pouvoirs législatifs. Tout ceci me permet de dire que la notion d'intégration n'est pas facile à appréhender. Et donc, en 3 minutes, on ne pourrait pas définir ce que c'est que l'intégration,
Mais on pourrait tenter de dire en quelques lignes ce que cela pourrait revêtir. Bien sûr, il y a une dimension politique, il y a une dimension économique, il y a une dimension culturelle, il y a une dimension également sociologique. Mais pour faire simple, c'est l'économiste Ben Balassa qui a eu à donner une première définition qui est plus économique, qui mettait l'accent sur zone de libre-échange, l'union douanière, le marché commun, l'union économique monétaire et plus tard, la dernière phase de l'intégration qu'on appelle l'union fédérale. Ça, ce sont les différentes étapes qui appréhendent l'intégration comme un processus. Et vous avez eu aussi à voir la dimension politique en Afrique. Sans doute, vous avez eu à lire ou à écouter les thèses qui ont été défendues par les pères fondateurs de l'unité africaine, que ce soit Kwame Nkrumah, que ce soit également le président Senghor ou d'autres également pères fondateurs, et même également les thèses de Cheikh Anta Diop qui parlaient déjà les fondements de l'État fédéral africain. Et donc, pour ma part, pour vous rendre la parole, l'intégration peut être considérée comme un processus par lequel les États exercent en commun leur souveraineté à travers la mise en place des politiques communes conduites par des organes dont leurs décisions sont directement applicables dans les États. Et donc, ça, c'est une définition un peu évolutive qui tient compte également de la dimension ordre juridique commun, parce qu'il s'agit d'un seul élément qu'on a intégré à d'autres éléments. C'est pourquoi on parle souvent de l'intégration. C'est des systèmes qui sont intégrés avec le même droit, avec aussi les mêmes politiques communes, la même législation, etc. Donc, pour faire simple, pour simplifier les choses, voilà ce que je pourrais dire par rapport à votre question préliminaire. Merci. Merci beaucoup, Dr. Moustapha, pour cette introduction assez enrichissante. Alors, j'ai retenu dans votre propos introductif une expression que vous avez utilisée, c'est-à-dire que l'intégration en Afrique de l'Ouest est devenue une affaire de technocratie. Alors, ce qui traduit donc l'échec de la vision 2020 de la CEDEAO des peuples, qui voulait pourtant remédier à cela, qui se voulait une alternative à la CEDEAO, à l'intégration par le bas, parce que voulant créer une région sans frontières, paisible, prospère, cohérente, bâtie sur la bonne gouvernance et où les populations ont la capacité d'accéder et d'exploiter ces énormes ressources par la création d'opportunités de développement durable et de préservation de l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes forcés de constater que ce qui a été, étalé dans cette vision-là tarde encore à se réaliser. D'après vous, quels en sont les obstacles? Quels en sont les défis en fait? Pourquoi ce blocage? Pourquoi cette absence d'effectivité? Pourquoi cette ineffectivité? Pourquoi cela tarde encore à se réaliser? À M. Alpha Diallo, d'abord. Alpha, vous me recevez? Alpha? À vous, Dr. Moustapha Fall, en attendant le retour d'Alpha. Non, vous m'entendez bien? OK. Parfait alors. Allô, est-ce que vous m'entendez bien, Dienaba? Oui, je vous entends bien, Alpha. Voilà. Allez-y. Voilà, moi, ce que je voulais vous dire, je dis au-delà des textes, il faut s'interroger sur l'histoire de l'intégration africaine en Afrique, qui date de la période d'avant les indépendances. Les pères fondateurs de l'indépendance, en fait, les pères qui ont été à l'origine de l'indépendance de l'Afrique, très tôt avaient compris que l'Afrique ne pouvait pas exister en entité isolée. Donc, ils ont prôné une certaine vision de l'Afrique.
Et cette vision de l'Afrique a été portée par des personnes. Bon, il faut parler de Kwame Nkrumah, mais dans l'espace, dans notre espace CEDEAO, il faut connaître l'histoire, parce qu'on parle beaucoup, par exemple, de la Fédération du Mali. Il faut savoir comment est-ce qu'on en est arrivé à cette Fédération du Mali, qui, au départ, n'allait pas regrouper 2 États. Il y a en regroupé 4, y compris la Haute-Volta et le Bénin. C'est suite à des œuvres des forces étrangères qu'on s'est retrouvé à une fédération avec 2 États. La volonté, elle est là. Ce qu'il faut constater, c'est que depuis l'accession à notre indépendance, c'est comme s'il y a des forces étrangères qui s'opposent un tout petit peu à cette vision intégratrice de certains leaders africains. Quoique, au niveau de l'Afrique, les anglophones ont été beaucoup plus dynamiques dans cette perspective. Si on prend l'exemple du Cameroun, du Nigeria, du Ghana, ils ont été des pionniers en la matière. Au niveau de l'Afrique francophone, il y a eu cet épée Damoclès de la puissance de l'ex-puissance colonisatrice sur nos décideurs. Il ne faut pas l'oublier, la plupart ont été des parlementaires français avant notre accession à l'indépendance. Pour exemple, je vous donne une information. L'accord Gaston-Defferre a été signé bien avant notre indépendance pour être entériné au lendemain de notre indépendance par des parlementaires. Ça, c'est une parenthèse. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que au lendemain de notre indépendance, il y a eu des forces vives, des panafricains, des gens qui voyaient, qui avaient une certaine vision de l'Afrique en matière d'intégration, qui se sont heurtés à une certaine volonté, qui allait en sens contraire de cette vision. Et cette volonté a été cristallisée par des hommes politiques. Nous connaissons la dualité qu'il y a eu entre Senghor, leader du PRA, et Houphouët-Boigny, leader du RDA. Ceux qui veulent s'informer peuvent faire des recherches pour un petit peu comprendre la genèse de ce désir d'intégration. Et jusqu'en 1975, l'acte de création de la CEDEAO, qui a été, après les indépendances, la première structure d'intégration de l'Afrique de l'Ouest. Mais il est bien de rappeler que à l'origine, l'idée de la CEDEAO n'est pas une idée des dirigeants africains, pas du tout. C'était une idée de la puissance colonisatrice qui voulait court-circuiter la volonté panafricaniste de Kwame Nkrumah. Il est à reparler que avant la création de la CEDEAO, Kwame Nkrumah est allé voir Houphouët. Et c'était à propos du cacao. Quand on voit aujourd'hui les deux plus grands producteurs de cacao sont la Côte d'Ivoire et le Ghana. Nkrumah est allé voir Houphouët pour lui proposer de s'allier pour avoir une seule voix face aux négociateurs. Houphouët a voté en touche. Il était beaucoup plus nationaliste. Il avait des convictions qui étaient un tout petit peu basées sur un antagonisme entre pays anglophones et pays francophones, occultant que ces mêmes peuples avaient des racines culturelles qui étaient indéniables, que le français a trouvées. Donc, la volonté de créer la CEDEAO est née d'une volonté de balkaniser l'Afrique. C'est par la suite que les forces vives
dans les différents pays de la CEDEAO se sont appropriés de ce thème pour essayer de converger vers une CEDEAO des peuples. Et si vous voyez aujourd'hui, en matière d'intégration, si vous voyagez en Afrique, vous vous rendrez compte que les peuples sont en avance sur l'élite politique. L'élite politique est assujettie à des contraintes qu'elle ne peut pas expliquer, que nous comprenons et qui sont liées à la nature dont nos indépendances ont été acquises. Et aujourd'hui, on reçoit les effets pervers de ces attitudes comme un effet boomerang. Parce qu'aujourd'hui, si vous constatez, depuis 2000, ce sont les peuples qui s'élèvent pour dire non à une certaine façon de gérer et à une certaine façon un petit peu de considérer l'intégration africaine. Et aujourd'hui, force est de constater que mon ami Moustapha, que je viens de reconnaître, hein, on a partagé, il le sait. Aujourd'hui, à la lumière des sommets de la CEDEAO, on se rend compte que les intérêts de cette classe politique qui est à la tête de nos États vont en sens contraire des desiderata des peuples. Et tout ce dont nous assistons aujourd'hui, que ce soit au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire et au Burkina en 2007, témoigne d'une certaine évolution de la conscience collective africaine. Pour dire que nous avons choisi d'aller dans le sens de l'intégration des peuples, nous avons choisi de bâtir cette intégration des peuples à partir de nos identités culturelles que nous partageons. Force est de constater, je vous rappelle que les tirailleurs sénégalais, qui ne portent le nom de Sénégalais que de nom, étaient composés d'une milliarde de citoyens est-africains qui ont donné leur sang pour dire non à une certaine façon de gérer le monde. Aujourd'hui, je crois que ce que nous devons faire, c'est peut-être de mieux informer les gens. Parce que j'ai comment dirais-je, une conviction intime que cette histoire que nous avons appris, que nos enfants sont en train d'apprendre, ne reflète pas la réalité de l'Afrique. Et pour que l'Afrique se réconcilie avec elle-même, nous avons besoin de réécrire cette histoire, de dire les choses telles quelles. Parce qu'aujourd'hui, bon, il ne suffit pas d'aller dans les grandes écoles pour comprendre qu'il y a mal-donne quelque part. Et cette mal-donne se trouve dans nos textes. Parce que ces textes ont été écrits à partir de postulats qui n'étaient pas africains. C'est-à-dire que ce sont des textes qui ont été écrits pour servir les intérêts des forces occupantes. Et aujourd'hui, si nous voulons nous réconcilier avec notre histoire et tracer les voies d'une communauté de destin que nous souhaitons tous de nos cœurs, il faut changer la donne et ça commence par cet exercice-là. Moi, je dis, je sors du cadre intellectuel qu'on nous propose. Et nous aurons à parler de la souveraineté pour comprendre un tout petit peu pourquoi on nous sympathise beaucoup avec cette souveraineté nationale qui ne reflète pas les aspirations des pays africains. Nous sommes pour la souveraineté des peuples et ça a une grande signification. Les mots ont des sens. Quand vous opposez la nation au peuple, vous trouvez la raison pour laquelle nous sommes à ce stade après 60 ans d'indépendance. Merci beaucoup, Alpha. Excusez-moi. Oui. Merci beaucoup. Docteur Moustapha Fall. Merci, Dieynaba. Le doyen a rappelé beaucoup de points qui me semblent intéressants.
Mais c'est plus une lecture politique de l'intégration. Oui, on peut reprocher effectivement l'intergouvernementalisme, on peut effectivement opposer aussi le fait que jusqu'ici, c'est une intégration par les États. En tout cas, c'est plus une intégration qui fait appel à une bonne dimension politique. Ce qui l'explique aussi, c'est l'évolution de l'intégration en Afrique. Parce que au début des indépendances, les motivations principales des organisations d'intégration, j'allais dire même de coopération, c'était plus la défense de la souveraineté, l'indépendance politique, l'unité nationale, et d'ailleurs même certains estimaient que c'est cette hégémonie politique qui était l'une des causes de l'échec des premières organisations d'intégration. Et il a fallu maintenant, au début des années 90, essayer de recentrer un peu les objectifs de l'intégration, notamment à travers l'intégration des préoccupations sécuritaires et également la protection des droits de l'homme. Je pense que l'affirmation de la souveraineté nationale, vous allez dire de la souveraineté de l'État, semble a priori être incompatible avec l'existence de l'intégration. Parce que la souveraineté de l'État, je crois que c'est connu, ça signifie que l'État est maître de lui-même, exerce la plénitude de ses compétences. Et il y a deux facettes, que ce soit la facette interne, l'État est maître sur son territoire, la facette internationale qui permet également à l'État d'exister, mais surtout de pouvoir mener une politique étrangère. C'est pour cela d'ailleurs on considère que la souveraineté, c'est l'identité de l'État. Mais je voudrais dire également ce qui est à l'origine de ce besoin d'intégration. C'est parce que quelque part, tout à l'heure on y reviendra sans doute, l'actualité malienne, la question du mandat présidentiel, l'idée, j'allais dire, d'une constitution même sous-régionale pour prendre en compte un peu les revendications des peuples. Mais il faut dire qu'il y a eu un déclin de l'État. Cela veut dire quoi? Il y a une impuissance de l'État. Certains même ont défendu l'idée que l'État aurait perdu tout simplement sa capacité de régulation et de distribution de la richesse, avec une absence de maîtrise des leviers essentiels de l'économie nationale. Par exemple, la crise de l'État-providence. Certains même ont estimé que finalement, l'État n'a plus la capacité à garantir la sécurité sur son territoire. On se rend compte qu'aujourd'hui, même dans le cadre de la CEDEAO, les politiques sécuritaires sont définies au niveau intégré. Vous avez l'ECOMOC qui aujourd'hui a pu intervenir dans certains États. Vous avez suivi l'actualité gambienne où il a fallu une intervention de la CEDEAO pour chasser un président de la République. Et c'est pour vous dire que l'incapacité de l'État, voire son impuissance à assurer sa mission régalienne, a amené souvent les États à coopérer. Il y a aussi un autre aspect très déterminant, c'est la capacité de l'État à assurer une distribution équitable, notamment des revenus qui sont aujourd'hui affectés par la mondialisation. Et d'ailleurs, de façon très caricaturale, aujourd'hui, l'État-nation apparaît de plus en plus impuissant à déterminer sa politique monétaire, à décider de son budget, à organiser la production et le commerce, à faire payer des impôts à ses entreprises et à tenir ses engagements en matière de prestations sociales. En somme, il a perdu l'essentiel de son pouvoir économique. Si vous avez suivi la plupart des États membres de la CEDEAO, les 15 États membres, si vous prenez peut-être quelques rares exemples, la plupart des États membres font face à des difficultés économiques. Il y a toujours cette question de légitimation des pouvoirs publics en place à assumer les services sociaux de base, ce qui fait que la solution apparaît ici comme l'intégration. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la dynamique et que la souveraineté, elle ne serait pas perdue. D'autres même parleraient d'abandon de souveraineté, mais il faut dire juste que la souveraineté, elle est affectée dans son exercice parce qu'il y a l'idée de créer une monnaie unique, protection des droits de l'homme, la justice pénale, la préservation de l'intégrité territoriale, les exigences de l'état de droit et de la démocratie. Mais tout compte fait, il faut quand même le reconnaître, c'est l'État-providence qui a entraîné une crise de l'État. Aujourd'hui, l'État n'est plus la solution. L'État n'est pas la solution. C'est pour cela que toute revendication nationaliste semble, à mon avis, être dès le départ vouée à l'échec.
D'ailleurs, les crises sanitaires aujourd'hui que nous connaissons, écologiques, en constituent une parfaite illustration. Il est concurrencé, l'État lui-même, par d'autres sphères d'influence et de régulation, menacé par des fléaux tels que la cybercriminalité, les flux financiers illicites, le terrorisme, le blanchiment des capitaux, l'évasion fiscale, la corruption. Et dans les pays en développement, comme souligne également François Ross, c'est que les économies même aujourd'hui sont contraintes de s'aligner sur les standards de l'orthodoxie néolibérale par le biais des agissements structurels que leur imposent les tuteurs de l'économie mondialisée que sont le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, si elles veulent, ces économies, avoir accès à des crédits indispensables au développement. Donc, avec la déliquescence de l'État pour aller vite, c'est que l'intégration apparaît comme l'alternative crédible pour au moins, à mon avis, essayer de répondre aux aspirations, comme le disait la Cour de justice de la CEDEAO, les aspirations des peuples africains, même si la légitimité, il faut bien le rappeler, et là je suis en face, c'est qu'il y a une contestation de la légitimité des organes d'intégration, que ce soit la conférence des chefs d'État, la commission, que ce soit également la Cour de justice. C'est des organes, effectivement, dont les membres ne sont pas élus par les peuples. Voilà, ils sont désignés. Voilà, on peut toujours revenir sur ces problématiques-là, mais c'était déjà d'emblée pour dire que le processus d'intégration a connu un dynamisme assez intéressant, au-delà aussi de la dimension politique liée au clivage entre États membres, tensions entre États membres, rivalité entre États membres. Il y a une bonne dimension. Peut-être je vais m'arrêter là, tout en sachant que j'aurai à parler tout à l'heure de la souveraineté, encore de l'interdépendance ou également de la solidarité, et éventuellement vous exprimer ce que je pense à mon avis être la solution pour la CEDEAO. Merci. Merci à vous, docteur. Alors, à vous entendre parler, on dirait en définitive que ce qui fait obstacle à une intégration effective dans notre sous-région, c'est l'absence de ce que Michael Mann appelait le pouvoir infrastructurel, qui en quelque sorte permet à l'État de diffuser toute son autorité sur l'étendue de son territoire. Or, nos États aujourd'hui en sont incapables. Alors, la souveraineté et l'interdépendance seraient-elles à l'épreuve de l'intégration, sachant que la solidarité en constitue le fondement et l'interdépendance le vecteur? À vous, Alpha. Alpha, vous m'entendez? Alpha. Docteur, vous me recevez? Je vous reçois, oui. Oui, pourriez-vous commencer, s'il vous plaît, en attendant le retour d'Alpha? Ok, merci, Jainaba. Si je poursuis mon propos, vous avez rappelé la solidarité et l'interdépendance à l'épreuve de l'intégration. Il faut dire que les États membres de la CEDEAO font partie, si vous voulez, des États qui, pour l'essentiel, dans leur constitution, ont inscrit des clauses d'intégration. Je donne souvent l'exemple de la constitution de la Côte d'Ivoire, même si aujourd'hui le pays fait face à la question du mandat, mais la Côte d'Ivoire a l'une des constitutions les plus intégrationnistes parce que vous avez les articles 124 et 125 de la Constitution ivoirienne qui prévoient que la République de la Côte d'Ivoire peut conclure des accords d'association ou d'intégration avec d'autres États africains comprenant un abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l'intégration. Et sur ce point-là, il y a l'harmonisation de la politique monétaire, économique, financière, l'établissement d'unions douanières, la création de fonds de solidarité, etc. La politique étrangère. Voilà. Vous avez ce qu'on appelle ici les attributs de la souveraineté de l'État aujourd'hui qui sont transférés. Alors, la Constitution sénégalaise, à son article 96, dit que la République du Sénégal aussi peut d'une manière ou d'une autre, conclure avec tout État africain des accords d'association qui comprennent
des abandons de souveraineté totale même, mais le Conseil constitutionnel sénégalais, dans sa décision de 1993, considère qu'il ne peut y avoir d'abandon, mais de limitation de la souveraineté. Mais on pourra toujours, je pense, discuter de ces questions-là. Alors, la solidarité et l'interdépendance, deux concepts clés que l'on retrouve dans le traité de la CEDEAO. Si vous prenez l'article 3 du traité de la CEDEAO, il est clairement affirmé que la communauté se fonde sur la souveraineté et l'interdépendance. Ça, c'est extrêmement important. La solidarité. Et cette solidarité, nous le retrouvons dans la plupart des actions de la CEDEAO, mais exprimées autrement. Parce que la vision de la CEDEAO, si vous regardez un peu la vision 2020, quand on parle de CEDEAO des peuples, une région sans frontières où la population a accès aux abondantes ressources et est capable de les exploiter par la création d'opportunités dans un environnement viable, une région intégrée par la population qui jouit d'une liberté de circulation, d'un accès à une éducation de qualité et à la santé, mais aussi qui s'engage dans des activités économiques et vit dans la dignité, dans un environnement de paix et de sécurité, mais une région aussi qui est gouvernée conformément aux principes démocratiques et d'état de droit. Ça, c'est la vision 2020. Nous sommes en 2020. Est-ce que cette vision dégagée par la CEDEAO est une réalité? On peut en discuter tout de suite. C'est qu'au regard de ces considérations, et tenant compte également des récents développements, la problématique de la limitation des mandats, les révisions constitutionnelles, les coups d'État au sein des États membres de la CEDEAO, on peut se demander finalement si le projet d'intégration en lien avec la solidarité et l'interdépendance serait adapté aux exigences démocratiques et à la revendication du retour à la souveraineté de l'État. La réponse à cette question, effectivement, n'est pas trop aisée, mais vous l'aurez senti, c'est que la souveraineté, c'est, si vous voulez, l'un des fondements de l'intégration qu'il faudra, la solidarité, l'un des fondements de l'intégration qu'il faudra bien saisir. Mais c'est quoi la solidarité quand on l'évoque? Parce que le concept est plus philosophique. J'ai tenté de voir dans le petit Larousse pour essayer de voir ce que c'est. Parce que les traités de la CEDEAO ne le définissent pas. Ils ne disent pas ce que c'est que la solidarité. Mais la solidarité, selon le petit Larousse, c'est une dépendance mutuelle entre les hommes, sentiment qui pousse les hommes à s'accorder une aide mutuelle. Alors, il s'agit d'un principe philosophique, principe également religieux, mais aujourd'hui admis en droit positif. Alors, en droit comparé, on a l'exemple de l'Europe, qui aujourd'hui, l'Union européenne, qui est le modèle, en tout cas le moins mauvais modèle qui est présenté comme un exemple de réussite de l'intégration, où la solidarité a été le ciment. D'ailleurs, n'eût été la solidarité entre l'Allemagne et la France autour du charbon et de l'acier, l'Europe n'aurait pas vu le jour et devenir aujourd'hui la puissance économique et commerciale. D'ailleurs, dès le discours de Robert Schuman, le 8 mai 1950, on sentait déjà, 9 mai 1950, on sentait déjà les linéaments de ce principe de souveraineté, puisque Robert Schuman considérait que l'Europe ne sera pas d'un seul coup, ne se fera pas d'un seul coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle ne se fera que par des réalisations concrètes en créant d'abord une solidarité de fait. Donc la solidarité a été le ciment pour les exemples d'intégration ayant réussi. L'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO postule la souveraineté avec un idéal commun, mais bannit tout individualisme. C'est pourquoi le débat autour des égoïsmes nationaux, aujourd'hui, ce qu'on peut appeler les égoïsmes d'État ou les égoïsmes souverainistes, peuvent d'une certaine façon poser le débat sur le rejet de l'intégration. Mais il faut regretter aussi les valeurs libérales qui sont énoncées. Parce que la CEDEAO ne peut pas postuler la souveraineté qui appelle plus à, j'allais dire la solidarité, qui appelle plus à un partage commun et également affirmer les valeurs néolibérales, libre concurrence, marché commun, liberté d'enfant, liberté d'intégration. Mais ça aussi, on pourra comprendre que c'est lié au contexte international où c'est la vision néolibérale aujourd'hui qui a pu dominer jusqu'ici. Il y a plusieurs formes de solidarité. Pour aller vite, pour illustrer la réalité de l'esprit de solidarité qui anime un peu les États membres, même si les peuples aujourd'hui
protestent le projet d'intégration. Il y a d'abord la solidarité par la sécurité et la paix, parce que les États membres de la CEDEAO, ce qu'ils ont eu à faire dès le départ, c'était d'abord de signer des pactes de non-agression, mais aussi de signer des accords d'assistance mutuelle. Les États membres doivent se respecter et s'assister mutuellement. On suppose que si aujourd'hui au Sénégal, qu'il y ait une catastrophe, notamment les inondations, qu'il y ait le Nigeria qui déploie du matériel pour venir assister l'État du Sénégal, parce que les États membres doivent s'assister mutuellement, parce qu'on est en crise. Et donc, il y a une solidarité par la paix, la sécurité. Il peut y avoir également un État membre qui se fait agresser par un pays tiers. On suppose la France, par exemple, qui bombarderait, on ne le souhaiterait pas, le Mali ou le Togo. Voilà, les États membres allaient de droit invoquer une clause de solidarité pour venir en aide. Il y a aussi un autre élément de solidarité important, parce que quand on parle de l'intégration aussi, il est toujours important qu'on essaie d'éviter un peu le populisme pour poser les points clés. Ça permettra un peu de nuancer certaines idées. Par exemple, le budget aujourd'hui, les finances publiques constituent un indicateur de solidarité au niveau de l'intégration. Il y a les contributions des États membres, mais au-delà des contributions, il y a ce qu'on appelle le pacte de stabilité et de croissance au niveau des États membres, qui fait qu'on demande à ce que les États aient les mêmes indicateurs économiques, les mêmes critères de convergence, que ce soit le taux de pression fiscale, que ce soit également au niveau de la masse salariale, ou même la dette publique. Ce qui permet effectivement de pouvoir permettre aux États, et nous l'avons vu aussi, au niveau de la commande publique, des règles de passation, de préparation, d'exécution des marchés publics qui sont demandées, si c'est dans le cadre de l'UEMOA ou bien dans le cadre de la gestion des finances publiques. Autre élément de solidarité déterminant, c'est la justice sociale. Le traité de la CEDEAO est l'un des traités aussi qui consacre un point déterminant, c'est que les États doivent répartir les bénéfices de l'intégration. Ça, c'est extrêmement important. C'est une sorte de justice distributive. Aujourd'hui, l'économie nigérienne, un pays riche en ressources naturelles, avec 70% de son budget, certains même avaient estimé que finalement, la CEDEAO serait un instrument de politique étrangère du Nigeria. Mais on peut en discuter. Mais compte tenu des disparités économiques, il faudrait permettre aux États qui économiquement sont faibles puissent également bénéficier également de la puissance économique des autres pays en termes de redistribution. Donc, il y a l'esprit de solidarité qui est là. C'est pourquoi on partage les bénéfices de l'intégration. Il y a une solidarité importante aussi qui semble dominer l'actualité, c'est la solidarité par l'exigence de la démocratie dans les États, par la bonne gouvernance. Aujourd'hui, au Mali, il y a une crise constitutionnelle liée au fait que la conférence des chefs d'État récemment à Niamey ont demandé la désignation de premier ministre civil d'ici le 15 septembre. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est en train de voir un phénomène qui fait qu'à chaque fois qu'il y ait une crise constitutionnelle dans un État membre, que automatiquement la CEDEAO se réunit d'urgence pour discuter et réfléchir comment effectivement intervenir conformément au protocole sur la bonne gouvernance, mais aussi aux mécanismes de gestion et de règlement des conflits. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, ça permettra au public de retenir l'idée que, au fond, la solidarité entre les États membres de la CEDEAO, c'est une réalité. Ça, c'est important à retenir. L'autre élément maintenant, c'est la solidarité entre les peuples. Qu'en est-il? Est-ce que c'est un mythe ou un gadget ou un concept opératoire? Mais en tout état de cause, l'intégration véhicule des principes, à mon avis, de solidarité qui sont extrêmement importants à retenir. Et je voudrais peut-être m'arrêter sur ce point précis, s'il y a lieu nécessaire de revenir sur la souveraineté et plus tard l'interdépendance. Merci. On ne vous entend pas, Adjenaba. On ne vous entend pas. Alors, merci beaucoup, Dr. Fall. Vous avez soulevé un point très important, à savoir la solidarité des peuples. Justement,
l'intégration, c'est le processus d'intégration qui a été lancé dans nos sous-régions. Nous avons vu, comme à l'entente de vos propos, vous l'avez si bien dit, a été, voilà quoi, tout s'est passé par le haut. Donc, c'est un projet d'intégration qui n'a pas vraiment été approprié par le peuple. Mais nous voyons quand même qu'il y a, même si la vision de la CEDEAO des peuples, la vision 2020 n'a pas été réalisée, nous voyons quand même une certaine intégration par le bas. La solidarité par le bas, dont vous avez parlé tout à l'heure, moi je pense qu'elle a été activée, hein, parce que si vous voyez, M. Alpha Diallo a parlé tout à l'heure de nos réalités culturelles, de nos réalités sociales, sur lesquelles nous devions nous appuyer pour la construction d'un projet d'intégration porteur de changement. Ne croyez-vous pas que cette solidarité par le bas existe? Parce que moi, je pense que oui, parce que c'est vrai que, comment dire, l'architecture politique ou le traçage des frontières qui a été fait à Berlin, c'est vrai qu'il y a des frontières politiques qui sont là, mais les frontières culturelles n'ont pas été effacées. Vous voyez, il y a différentes ethnies qui vivent à cheval sur plusieurs États aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, l'ethnie malinké qui se trouve en Guinée, au Mali et même au Sénégal oriental. Les Halpar aussi, pareil. Donc, je pense qu'il y a une certaine solidarité par le bas qu'il faudrait peut-être diffuser pour arriver à cette solidarité par le haut. Monsieur Alpha Wali Diallo, qu'en pensez-vous? Alpha, vous m'entendez? Je pense qu'Alpha a un petit souci technique. Docteur, votre réaction, s'il vous plaît? Oui, la question que vous soulevez est importante. Bien évidemment, quand on parle de l'intégration, la dimension ethnique et culturelle est importante. D'ailleurs, si vous prenez l'exemple de l'Europe, ce qui a empêché l'existence d'une fédération d'États-nations, ce qui a été avancé, c'est qu'il n'y avait pas de peuple d'Europe. L'absence d'un peuple d'Europe a empêché ce projet d'aboutir. Alors, pour l'Afrique de l'Ouest, oui, vous avez raison de fustiger le caractère hétéroclite de la sous-région. C'est pour cela, de plus en plus, ce qui est demandé, ce n'est pas de substituer les identités, l'identité communautaire aux identités nationales. D'ailleurs, dans le discours politique, l'idée de retour de l'État-nation avec des identités plurielles est invoquée, est agitée. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la singularité de l'intégration, c'est uni dans la diversité, comme cela se dit ailleurs. Cela veut dire quoi? C'est parce qu'un État seul ne peut pas assumer ses fonctions régaliennes, quelle qu'en soit d'ailleurs sa taille, sa dimension, etc. Le besoin d'intégration fait que les États renoncent à leurs égoïsmes nationaux, à leur singularité pour réaliser le projet d'intégration. C'est pour cela l'interdépendance, qui est aujourd'hui un des vecteurs de l'intégration, est importante parce que les liens culturels, géographiques, liens de voisinage ont toujours existé. Les États ont besoin de coordonner ensemble les politiques nationales dans des domaines qui fondent quand même leur légitimité sociale et leur souveraineté. Vous le voyez aujourd'hui, le décor en Afrique de l'Ouest d'un point de vue économique est un peu, j'allais dire, catastrophique parce que la plupart des États membres, comme vous le voyez, font face à des troubles parfois sociaux liés à des contestations, parfois également font face à des questions politiques sensibles, mais également des questions économiques, que ce soit la fiscalité, que ce soit les finances, que ce soit la justice. Voilà, aucun domaine de la vie nationale n'est épargné.
Et c'est cette interdépendance qui se manifeste aussi à travers la coopération loyale que nous connaissons au niveau de l'intégration. Cette coopération loyale, c'est quoi? C'est que il y a une loyauté qui est demandée. Parce que c'est cette loyauté qui fait que les États membres eux-mêmes doivent s'abstenir de tout acte qui compromettrait le projet d'intégration. Je pense qu'aujourd'hui, on peut même se poser des questions par rapport à la fermeture antérieure lors de la survenance de la crise Covid-19. On a vu automatiquement les États membres de la CEDEAO fermer leurs frontières intérieures. Alors, l'existence d'une interdépendance ou d'une solidarité aurait suffi, l'invocation en tout cas, pour ne pas fermer les frontières et faire valoir l'idée de territoire ouest-africain. Voilà, donc sur cette question, voilà ce que je peux dire. En attendant maintenant le dernier point qui concernera la souveraineté et la solidarité, qui sont aujourd'hui des points de renouveau de l'intégration. Merci. Merci bien, docteur. Toujours sur cette question de solidarité. Alors, les réactions des différents États qui ont suivi l'annonce récente de la nouvelle monnaie ECO n'a-t-elle pas révélé un certain manque de solidarité au sein des États de l'Afrique de l'Ouest? Alors, cette question me permet de dire qu'il y a la crise de la démocratie avec l'épineuse question du mandat présidentiel, la fin anticipée des régimes politiques, la distorsion de la représentation, la corruption, la crise sanitaire, les programmes politiques non réalisés, l'exigence de transparence dans la gestion des deniers de l'État, l'exigence aussi d'une indépendance de la justice, font qu'aujourd'hui, le renouveau de l'intégration est plus que jamais sollicité. Il faut dire la question de la monnaie unique. Vous savez, l'un des éléments attribués de la souveraineté, c'est le fait de battre monnaie. D'ailleurs, quand vous regardez la puissance économique ou commerciale de l'Union européenne, reste attributaire aussi à l'euro, qui aujourd'hui, sur le plan international, garantit une certaine convertibilité. Alors, la question de la monnaie unique au Sénégal, d'aller dire dans l'espace CEDEAO, récemment, lors de la conférence des chefs d'État à Niamey, ils ont décidé de reporter pour un peu intégrer une flexibilité liée à la crise. Mais de toutes les manières, la monnaie unique, ce n'est pas une finalité, hein, c'est juste un aspect de l'intégration. Comme je l'ai rappelé, en plus de la construction du marché commun, parce qu'aujourd'hui, la CEDEAO dispose d'un taxe extérieure commun, qui permet à la CEDEAO de pouvoir demander pour tout produit originaire dans un pays tiers, de pouvoir, pour séjourner sur le territoire douanier, de payer des taxes. Après le marché commun, bien évidemment, il y a la circulation des facteurs de production. Ça va nécessiter une harmonisation de toutes les politiques, mais au-delà, la monnaie commune ou la monnaie unique ou l'union économique monétaire, c'est ça qui facilitera l'avancement ou qui permettra le projet d'intégration d'aboutir à mi-chemin. Parce qu'après l'union économique et monétaire, il y a l'union politique, hein, qui est, à mon avis, la question qui semble intéresser plus les peuples ouest-africains, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y en a même qui proposent l'idée de faire intervenir la CEDEAO sur la question des troisième mandats, dire est-ce que la CEDEAO ne pourrait pas adopter un règlement, une directive ou une décision pour dire que désormais, aucun État membre de la CEDEAO ne pourrait inscrire dans sa constitution une logique de... Voilà, ça c'est des questions, à mon avis, sur lesquelles les pays peuvent réfléchir, mais les traités de la CEDEAO sont assez flexibles parce que chaque État membre a la possibilité de proposer un projet d'amendement. Maintenant, après, il y aura juste toute une procédure de ratification des parlements nationaux. J'imagine peut-être des pays qui ne sont pas partisans de la limitation des mandats ne pourront pas peut-être faire adopter au niveau national une telle révision. Les pays peut-être partisans, j'allais dire, des deux mandats
pourront ratifier de telles propositions sans difficulté. Mais je voudrais, si tu me le permets, Dieynaba, dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une dilution de la solidarité des États pour une dilution de la souveraineté, je voulais dire, dilution de la souveraineté pour une solidarité africaine. Et ce qui l'explique, c'est que il y aurait même aujourd'hui une migration de la souveraineté ou des tribulations de la souveraineté. Les souverainetés nationales sont mises en commun. Mises en commun permettent d'exprimer, si vous voulez, des loyautés, parce que ça permet de réduire la dépendance des États vis-à-vis des pays tiers pour l'approvisionnement des produits essentiels. Le paradoxe qu'on a dans l'espace de la CEDEAO, c'est que l'essentiel des pays de la région sont riches en ressources naturelles, qui sont souvent exploitées par des entreprises multinationales. Et cela ne rime pas avec revendication de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, mais surtout aussi la revendication du droit de propriété des ressources naturelles au peuple. Donc les États devraient, à mon avis, rapidement mettre en place des politiques de façon commune pour exploiter les ressources naturelles. Ceci serait un point déterminant. Mais également le commerce intracommunautaire, parce que quand on regarde le commerce, c'est un peu triste parce qu'on parlerait de 11% pour le commerce intracommunautaire, qui est très faible, 11% parmi les 15 États membres, alors qu'il y a 356 millions d'habitants, ce qui est un grand morceau commun de consommation, si vous comparez à l'Union européenne. Alors, je ne dirais pas qu'il faut remettre en cause aussi les fonctions domestiques de l'État. Il faut peut-être respecter les identités de l'État, surtout assurer l'intégrité territoriale, maintenir l'ordre public, sauvegarder la sécurité nationale, l'autonomie locale. Mais autre aspect aussi à ne pas perdre de vue dans cette vague de partage ou de division de la souveraineté pour une solidarité africaine, la citoyenneté communautaire. Vous savez, aujourd'hui, je pense que la CEDEAO est très avancée sur ce projet-là. Nous tous, nous avons des pièces d'identité CEDEAO, nous avons également des passeports CEDEAO. Donc, la citoyenneté communautaire permet de bénéficier d'un droit de résidence, d'établissement dans un État membre et d'exercer une activité économique. Autre aspect déterminant, c'est la justice pénale aujourd'hui. La justice pénale, elle est rendue à Abuja. Le protocole de la Cour de justice. La Cour est compétente pour toute violation des droits de l'homme dans un État membre. Toute violation des droits de l'homme. Même quand le coxant fait le voisin, je peux aller à Abuja pour demander de constater une éventuelle violation. L'interdiction de détention arbitraire, droit à un procès équitable, arrestation dans ces 7 États, l'affaire Mamadou Tania, le Rabagbo, Karim Wade, Choupa. Et donc, il serait important, à mon avis, d'abandonner les souverainetés nationales et d'invoquer la souveraineté communautaire. Je ne sais pas si vous suivez un peu ce qui se dit à l'international, mais de plus en plus dans le discours officiel des politiques en Europe, on ne parle plus de souveraineté nationale, mais plus de souveraineté européenne. Qu'en est-il alors des organisations d'intégration africaine? Donc je pense qu'aujourd'hui, on doit faire l'effort au sein des opinions publiques nationales de raisonner en termes de souveraineté communautaire et non pas en termes de souveraineté nationale. D'ailleurs, la CEDEAO a un hymne national. Sans doute, si vous faisiez le test pour demander combien de Sénégalais connaissent l'hymne national de la CEDEAO, j'en suis sûr que vous n'aurez pas beaucoup de candidats. Alors, la CEDEAO a un drapeau, une carte d'identité commune. Alors, ça, c'est des éléments qui militent en faveur d'une souveraineté communautaire, en tout cas partagée entre les 15 États membres. C'est pour cela qu'il m'a paru nécessaire, pour terminer ma communication, autour de la nature juridique de la CEDEAO. Parce que les velléités fédéralistes aujourd'hui sont connues. Je pense qu'à l'heure où les peuples demandent plus de démocratie, une CEDEAO des peuples et non une CEDEAO des États, la qualification du projet d'intégration ou la requalification, à mon avis, devient essentielle. C'est pour cela, je pense que nous devons aller vers une construction d'un État fédéral. Il faut le dire comme ça c'est une thèse que je défends depuis quelque temps, parce que, tout simplement, l'idée de la fédération ou d'une confédération, ce n'est pas nouvelle. Ça, c'est des thèses qui ont été avancées, défendues par des pères fondateurs de l'Union africaine,
confrontation entre thèse continentaliste et progressiste, mais la thèse fédéraliste aujourd'hui se heurte à des résistances nationales liées à la prétendue défense des intérêts nationaux. Aujourd'hui, un sujet que vous connaissez beaucoup, le contenu local. Les Sénégalais, sans doute autour de la prestation de services dans certains domaines, peut-être fustigeraient l'arrivée de Nigérians, Ghanéens, Maliens ou d'autres nationalités. Mais tout ceci pour expliquer qu'aujourd'hui, il y a la nécessité de faire valoir l'intérêt communautaire. Alors, les troubles politiques au Mali, le débat de la limitation des mandats en Guinée, qu'on a créé en Côte d'Ivoire, aujourd'hui mérite à ce que la CEDEAO puisse se repositionner. Cela veut dire quoi? La CEDEAO doit-elle intervenir sur la brûlante question du mandat présidentiel? Doit-elle devenir un État fédéral ou une confédération d'États avec des États-nations? Il est clair qu'aujourd'hui, la nature juridique de la CEDEAO n'est pas tout à fait claire. Sur ce point, nous estimons que la CEDEAO aujourd'hui a les attributs d'un État fédéral, mais n'est pas encore admis comme un État fédéral. Par exemple, au niveau de la CEDEAO, nous avons la répartition des compétences entre les États et la CEDEAO. Il y a également l'application du droit communautaire directement dans les zones juges des États. Il y a l'existence aussi des organes qui décident au niveau supranational, même si les peuples ne sont pas représentés. La conférence des chefs d'État, la Commission, le Parlement, la Cour de justice. Il y a également une politique étrangère commune de la CEDEAO et le projet de monnaie commune que vous avez évoqué tout à l'heure. Mais cette thèse quand même mérite d'être nuancée, hein, parce que si on se réfère à l'existence des éléments de souveraineté nationale, la possibilité de se retirer du traité de la CEDEAO, vous avez vu le cas mauritanien qui faisait partie de la CEDEAO mais qui s'était retiré. Mais la CEDEAO peut-être serait une confédération d'États où chaque État conserve sa souveraineté avec droit de retrait, mais décide justement de mettre ensemble des politiques pour répondre aux préoccupations de l'intégration. Mais quoi qu'il en soit, c'est là que je vais terminer, c'est que la légitimité, la démocratie, le démos, c'est-à-dire le peuple, semble manquer à la CEDEAO. Ça, je crois que tous les chercheurs se tomberont d'accord sur ce déficit démocratique, parce que des questions souvent nationales qui ont également des intérêts communautaires sont agitées. L'encadrement des modes d'accession au pouvoir au Mali, la question qui était posée est de dire est-ce que le coup d'État, y a-t-il coup d'État? Est-ce qu'un peuple qui, allez dire, arme l'armée et qui soutient l'armée pour contraindre un peu la République à abandonner le pouvoir, est-ce que c'est un coup d'État ou une nouvelle forme de légitimation? Ça, c'est des problématiques qui ne sont pas aisées à traiter. Mais pour la CEDEAO, pour la communauté, il s'agit bien évidemment d'un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Mais la légitimation de son action, de la CEDEAO, repose quand même sur la représentation du peuple ou des peuples et sur la démocratie. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des chercheurs qui ont même avancé l'idée d'une constitution sous-régionale. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on affirme la souveraineté communautaire, qu'on préserve les acquis de l'intégration. Il ne faudrait surtout pas, en raison des logiques populistes, des logiques politiques, fragiliser les acquis de l'intégration. Par exemple, la construction des marchés communs, les libertés de circulation, l'union économique monétaire, le contrôle judiciaire, surtout la justice pénale aujourd'hui. Si dans un État membre, un citoyen de la communauté ne parvient pas à obtenir justice au niveau national, le citoyen a la possibilité d'aller directement sans épuiser les voies de recours. Ça, c'est extrêmement important. Et autre aspect, c'est qu'il faut renforcer la solidarité africaine. En faisant quoi? Loyauté vis-à-vis des États membres. C'est-à-dire que les États doivent agir de bonne foi. Quand on dit agir de bonne foi, c'est tout simplement de privilégier. Je pense que le discours de Buhari lors de la conférence de Niamey est illustratif quand il évoquait l'idée qu'aujourd'hui, de plus en plus, la question des mandats est en train de compromettre un peu le projet d'intégration. Et donc, en termes de proposition, je pense qu'il faut qu'on démocratise la CEDEAO par l'association des peuples, ça je suis d'accord. Il faut aussi adopter une constitution africaine, soit ouest-africaine, je dirais. Quand je dis ouest-africaine,
Si vous preniez le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance, aucun aspect de l'État n'est épargné. L'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs, la liberté de presse, la participation de la société civile, le processus électoral, la transparence, l'immunité des anciens chefs d'État. Oui, il faut l'achever, il faut l'acheminer, doter de la CEDEAO d'une véritable constitution. Bon, je comprends que ce n'est pas tous les États qui seraient peut-être preneurs pour pour ce projet, parce qu'il y a toujours des États souverainistes. Je ne suis pas en train de dire que le Sénégal est un État souverainiste, mais quand j'écoute les politiques, quand j'entends le discours politique, la société civile, je suis en train de me dire, est-ce que le Sénégal ne serait pas un État souverainiste? Mais peut-être Iliman pourra confirmer cela ou l'infirmer. Et donc, pour terminer, il me semble qu'il faut qu'on aille dans cette direction, notamment compléter aussi même l'idée d'une cour constitutionnelle communautaire, parce que les juridictions constitutionnelles, il ne faut jamais les oublier, les ignorer dans le débat politique ou dans le débat des réformes des institutions, parce que c'est eux qui ont le dernier mot, rempart de la démocratie, fût-elle indépendante ou pas. Donc, il faudrait également que dans ce processus de souveraineté partagée, de solidarité réaffirmée, d'interdépendance en Afrique de l'Ouest, on intègre ces dimensions-là, tout en sachant qu'aujourd'hui, le processus est irréversible. Le Sénégal ne peut pas se sortir de la CEDEAO. Sortir de la CEDEAO pour le Sénégal, ce serait sortir de l'histoire. Donc, le Sénégal, aujourd'hui, doit, d'une manière ou d'une autre, proposer des choses qui peuvent évoluer la démocratie. Voilà ce que je voulais dire, Iliman, et vous remercie encore. Merci. Merci beaucoup vraiment, Dr Moustapha Fall. Et vous avez compris que des problèmes techniques liés à des coupures d'électricité un peu partout dans quelques quartiers du Sénégal ont fait que nous avons perdu aussi bien Alpha Diallo, qui s'excuse pour ça, et également notre présentatrice Djainaba. Alors, mais vraiment, toutes nos félicitations pour avoir conclu ce débat avec autant de brio. Mais je ne vous lâche pas parce que vous avez suscité des questions importantes sur lesquelles je pourrais vous interpeller en dernière instance avant de clôturer. Oui, je crois que vous avez parlé d'État souverainiste au Sénégal, mais je pense qu'effectivement, c'est oui, mais dans une souveraineté donc panafricaine, n'est-ce pas, d'intégration. Il ne s'agit pas de la souveraineté avec les limites de nos frontières de Berlin. Parce que comme vous le savez, même dans notre constitution, le Sénégal est prêt à s'engager à donc remettre en cause ses frontières pour l'intégration africaine. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est des dispositifs juridiques comme celui-ci qu'on aimerait avoir dans l'essentiel des pays pour savoir que si nous réalisons l'intégration politique donc vers le fédéralisme, donc les États sont prêts à lâcher donc de leur souveraineté nationale et être dans le nationalisme plutôt panafricain. Alors, mais la question que je vais poser pour finir, c'est que c'est tout ce que vous avez dit, on est tout à fait d'accord, docteur, hein, qu'effectivement, il y a pas mal de choses qui sont faites. Je crois que la CEDEAO fait partie des communautés économiques régionales les plus en avance en termes d'intégration. Mais vous l'avez évoqué ici, l'intégration dans une logique d'économie libérale. Alors que Cheikh Anta Diop, tout comme Kwame Nkrumah, qui ne sont pas des populistes quand même, hein, qui sont des visionnaires, avaient dit que l'intégration économique ne peut prospérer si elle vient avant l'intégration politique. Alors, ne pensez-vous pas donc que l'agenda que nous avons en Afrique de l'Ouest n'est pas sur ce sommet viable qui peut favoriser l'intégration politique, donc le dernier point que vous souhaitez développer, à savoir la fédération ouest-africaine ou panafricaine, etc., ne devrait pas d'abord être réalisé pour que l'intégration économique ne soit pas donc un cheval de Troie pour l'économie de marché, plutôt que donc un instrument qui permet aux peuples africains de pouvoir se développer. Merci beaucoup, Iliman. C'est toujours un plaisir de vous entendre parler, de vous écouter, parce que vous êtes un intellectuel, à mon avis, qui, en tout cas, aime le débat. Et pour cela, je voudrais profiter de cette occasion, de cette
conférence le magnifiait. La question que vous avez soulevée, à mon avis, ça mériterait même une séance tout entière, hein, parce que effectivement, en Afrique, nous ne sommes pas dans un no man's land par rapport au processus d'intégration. Kwame Nkrumah, Africa Master United, Cheikh Anta Diop, les fondements d'un État fédéral. Il y a eu des schémas d'intégration qui ont été proposés. Mais il s'est trouvé que juste après les indépendances, les premières organisations d'intégration que nous avons eues, on s'est rendu compte que ces organisations d'intégration n'ont pas réussi. Alors, d'autres avancent l'idée que parce qu'on avait privilégié le politique ou la politique, parce que c'était plus des organisations de coopération. Il est arrivé même que les États soient prêts à remettre en cause les fondements même de l'intégration lorsqu'ils se sentaient menacés dans l'exercice de leur souveraineté. Donc, il y avait une jalousie de leur souveraineté. C'est pour cela que le politique ou la politique a été abandonnée rapidement. Et c'est pour cela, d'ailleurs, on se rend compte que la crise de la démocratie dans les États, parce que qu'est-ce qu'on a eu? Parti unique, régime militaire, démocratisation. Ces mêmes crises ou ces mêmes évolutions ont impacté le processus d'intégration. C'est pourquoi au début des années 90, il y a eu un renouveau avec l'idée de dire désormais il faut carrément étendre le projet d'intégration autour de la protection des droits de l'homme, qui était une préoccupation au niveau des États, mais surtout aussi la question sécuritaire. Alors, je suis tout à fait d'accord. Hein, c'est un débat que j'ai défendu à l'étranger. La constitution communautaire africaine devait avoir une singularité parce que, contrairement à l'Europe qui a privilégié l'économie dès le départ, d'ailleurs, on avait même reproché l'Union européenne de ne s'occuper que de l'économie et de laisser d'autres questions. Mais ce qu'il expliquait, c'était que le projet européen était bâti autour du fonctionnalisme, c'était des logiques de marché. Alors, l'Afrique ou les États ouest-africains devraient-ils s'en éloigner? Ils ont tenté, mais après, finalement, ils se sont rendus compte que c'est la logique néolibérale qui dominait. Et il fallait, d'ailleurs, la création de l'OADA est une parfaite illustration. 93, la création de l'UEMOA, il faut l'OADA sécuriser les investissements. L'UEMOA qui est, pour ne pas dire le versant ou une traduction pure et simple du traité de Maastricht de l'Union européenne ou de la Constitution de l'Europe, pour dire que qu'est-ce qu'on fait? On harmonise les règles de finances publiques. D'abord, stabilisons les États, posons les valeurs libérales, l'État de droit, l'économie de marché, etc. Et donc, je suis d'accord lorsque vous vouliez effectivement faire ressurgir un peu la pensée de ces auteurs, mais il est clair qu'aujourd'hui, la logique internationale semble, j'allais dire, complètement changer parce qu'il y a le triomphe du libéralisme, même si Fukuyama parlait de la fin de l'histoire. Bon, la crise de la Covid repose le débat. Devrons-nous abandonner nos modèles d'intégration ou nous devons poursuivre la logique du marché, union économique et monétaire, plus tard union fédérale? Mais pour ma part, hein, je considère fondamentalement que la fédération est, à mon avis, la solution pour l'Afrique et non les États. Parce que l'on se rend compte que depuis les années 60, depuis maintenant, les préoccupations demeurent les mêmes. Pourquoi aujourd'hui, en 2020, la question du mandat présidentiel se pose? Oui, est-ce que l'État a échoué? Est-ce que l'intégration a échoué? Je n'en sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait effectivement que les États mettent en commun leurs forces, leur potentialité, leur virtualité, pour effectivement bâtir un projet d'intégration original. Moi, j'ai considéré que, par exemple, sur la protection des droits de l'homme, l'intégration est originale en Afrique, hein, sur la protection des droits de l'homme. Voilà, parce qu'on se rend compte que parfois même, voilà, ce sont les juges qui condamnent les États. On a condamné le Niger parce qu'il y avait une fille qu'on avait vendue pour être esclavage. Hein. On a vu aussi des anciens chefs d'État qui ont été emprisonnés et c'est la Cour de justice qui demande de les libérer. Michel Gbagbo qui se fait mordre par un scorpion. La CEDEAO dit pour des non-santé, il faut libérer. Bon, voilà, c'est pour dire qu'il y a quand même à mon avis, quelques singularités. Mais tout compte fait, il faudrait effectivement qu'on analyse le modèle libéral avec beaucoup de distance, de froideur, pour prendre ce qui est bon, mais aussi essayer de l'adapter. Voilà, merci. Oui.
Oui, mais justement, on va aussi quand même poursuivre sur ça parce que il ne s'agit pas seulement du modèle libéral, mais il y a aussi des enjeux géostratégiques autour de tout ça et dans la sous-région. Par exemple, vous avez évoqué l'UEMOA et tous ces bras séculiers, qui est d'ailleurs beaucoup plus incisif que la CEDEAO en termes de réforme, n'est-ce pas? Mais en même temps, qui constitue quelque part, avec même la Banque centrale de CEDEAO, des blocages sur d'autres projets d'intégration. Si on prend la question de la monnaie, la CEDEAO vient de revoir l'agenda de la monnaie et remettre ça à plus tard, comme ils l'ont fait depuis longtemps. Mais on a vu le jeu qui s'est opéré au sein de la CEDEAO, surtout venant des pays de l'UEMOA. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité d'harmonisation à ce niveau-là des communautés régionales d'intégration qui sont un peu quelque part voilà, un peu en contradiction? Oui, vous avez raison, parce que quand on parle de Ouagadougou, l'UEMOA, c'est plus l'économie qui est brandie. Quand on parle de la CEDEAO, c'est la politique, la sécurité qui est brandie, les droits de l'homme. Oui, il est clair que l'UEMOA a brillé sur le plan économique en termes de politique de surveillance. Aujourd'hui, les États de l'UEMOA ont le même code des marchés publics, ont les mêmes textes de finances publiques. Pour la CEDEAO aussi, on se rend compte que d'un point de vue politique, la puissance, j'allais dire, de feu du Nigeria n'est pas, j'allais dire, de la CEDEAO n'est pas comparable. Mais la difficulté, elle est d'abord institutionnelle, parce que dans le traité de la CEDEAO, le préambule dit que la CEDEAO, à terme, est la seule organisation d'intégration de la région, la seule. Bon, l'UEMOA, à son tour, affirme aussi qu'elle est une organisation d'intégration. Bon, est-ce qu'il faut les fusionner? Est-ce qu'il faut faire disparaître l'UEMOA? Parce que tous les États membres de l'UEMOA sont membres de la CEDEAO. Mais vous l'avez sans doute dit, et il ne faut pas être naïf, parce que l'influence étrangère est une réalité. Parce que s'il va y falloir, pour décider sur la question de la monnaie, que le président français Emmanuel Macron se rende j'allais dire, en Côte d'Ivoire, faire un discours pour lancer l'idée. Si la convertibilité de la monnaie, autant de questions. Si, en tout cas, je pense que je l'ai dit de façon caricaturale à un moment donné de mon propos, c'est que nos États sont sous assistement structurel. Et vous avez les tutelles internationaux. Ça, c'est en fait, c'est une réalité que les chercheurs ne peuvent pas ignorer, en fait. Et donc, dans l'analyse, on préfère être réaliste. Et le réalisme, effectivement, doit nous amener aujourd'hui à envisager d'abord la souveraineté communautaire qui doit être clairement affirmée. Je pense que si elle est affirmée, il y aura une réduction de la dépendance de l'extérieur. Je sais qu'aujourd'hui, si les Africains, j'allais dire les 15 États membres s'asseyaient sans aucune influence, il y a quelque chose qui est important et que je voudrais partager, Eliman. Le président Macron, quand il est allé en Irak, il a dit une chose qui m'a frappé. Il a dit ceci: quand l'État est faible, il y aura des influences étrangères parce que l'État ne pourra plus assumer ses tâches quotidiennes et minimales. C'est pourquoi il y a beaucoup d'influence. Ça, c'est très fort. Et ça doit nous amener à réfléchir finalement. C'est pourquoi je parlais de crise de l'État. Je parlais d'impuissance de l'État. Mais c'est pour dire tout simplement que les influences, au fond, sont dues au fait qu'il n'y a pas une souveraineté. Par exemple, avec la COVID-19, l'on s'est rendu compte que la souveraineté, finalement, n'était que, j'allais dire, du simulacre. Parce que s'il va y falloir approvisionner des médicaments, attendre à ce que l'autre pays vous ouvre le ciel, il y a problème. Et donc, moi, je pense qu'il faut qu'on aille dans cette direction, c'est-à-dire que les États membres de l'UEMOA comprennent l'esprit aussi, que les États de la CEDEAO, qui peut-être avec des pays anglophones de tradition politique différente, puissent comprendre que oui, l'intégration, c'est d'abord l'union des États. Bon, je ne vais pas dire une intégration à la carte, mais ce qui est sûr, c'est que il faudrait que le commun puisse être privilégié plutôt que la fragmentation, parce que l'UEMOA dans la CEDEAO, bon voilà, ça ne se justifie plus en tout cas. Exactement. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Zainab est de retour. Je vais lui laisser donc finir ce qu'elle a commencé avec vous, avec autant de talent. Et en tout cas, merci, Dr. Fall. Merci, Iliman. C'est moi qui te remercie. C'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation. Merci.
Merci beaucoup à Eliman. Je suis vraiment navrée. Je vous prie de m'excuser, j'avais un petit souci technique. Alors, merci beaucoup à vous, Dr. Moustapha Fall. Cette session fut très instructive et surtout fort intéressante et très riche surtout en recommandations et en questionnement. Nous vous remercions pour la disponibilité et pour la générosité aussi. Alors, nous sommes vraiment navrés pour Alpha Wali qui était avec nous depuis le début, mais qui a dû nous quitter par souci, comment dire, à cause d'un souci technique. Alors, nous vous remercions, chers téléspectateurs, pour votre constante présence à nos webinaires et nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain autour d'une autre thématique où nous développons autour de excusez-moi, de l'investissement post-Covid, voilà, en Afrique subsaharienne. Nous aurons l'honneur d'accueillir M. Ibrahim Mathiaou, qui est banquier d'investissement. C'est une session à ne pas donc rater. Ce sera lundi 14 septembre 2020 à partir de 21h, comme d'habitude. Merci beaucoup, docteur, et à bientôt, Inch'Allah. Merci, Gainaba. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt.